Fais du vélo. Fais des études. Fais du sport. Bah oui, d'accord, mais moi... Oh, fais des émules, fais du gras, fais des choux gras, fais les pieds au mur, il y a énormément de choses à faire, fais des vocalises. Anna, 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 Anna. Ouh, fais de la musique. Fais la pression. Fais illusion. Il y a énormément de choses à faire. Mon petit neveu, il a pas 9 mois, il fait déjà ses dents. La dame qui le garde fait des sudokus, son mari fait des 3-8, son chien fait de l'eczéma. Tout le monde fait quelque chose. Tout ce qu'on peut faire, vous avez peut-être pas mangé, on peut faire un barbecue, on peut faire mi-saucisse, mi-chipolata, tout ce qu'on peut faire. On peut faire une balle aux prisonniers, on peut faire plusieurs équipes, on peut faire des voyages, on peut faire des excursions, on peut faire l'Italie par la côte, on descend la botte, on monte par les Pouilles, on fait Venise, on fait le Transsibérien, on fait Paris, Moscou, Ulaanbaatar. On va juste... Alors, attends. Anna. Anna. Anna, là, tu finis par fatiguer tout le monde, là. Hein. Anna, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours, Anna. Anna, s'il te plaît. Anna, on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux. Anna, Anna, écoute-moi. Il y a toujours quelque chose à faire, Anna. Je peux faire mon bonheur. Anna, Anna, non, Anna, écoute-moi. Anna, s'il te plaît. Anna. Anna, non, Anna. Anna, Anna. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Tu vois, gamin, tu vas te coucher un peu tard ce soir, mais je voulais que tu vois ça. T'es là, t'es bien, il fait bon, t'es face au panorama, t'es avec ton grand-père, eh ben, profite. Tu vois, ce que je suis en train de te faire, c'est des souvenirs pour plus tard. Plus tard, tu te souviendras, tu te diras, un soir, j'étais bien, il faisait bon, j'étais face au panorama, j'étais avec mon grand-père, et à un moment donné, il m'a dit, profite. Tu vois, c'est les moments, faudrait presque réussir à se taire. Faudrait presque rien dire. Faudrait la boucler, la fermer, même pas l'ouvrir, se retrouver là et puis se dire, profite. Voilà, c'est des moments, ça rend philosophe. Philosophe, j'en sais rien, comme ça se prononce, tu reviens dans ton dictionnaire. On se dit, la vie, c'est comme une semaine, ni plus ni moins. Lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. On a tous un dimanche quand la semaine sera finie. En attendant, profite. Hein? Toi? Ah oui, toi, t'es au lundi, toi. T'es au début de la semaine, t'es au lundi. T'as l'impression que ça va pas vite. T'as l'impression de faire du surplace. Tu voudrais déjà être au mercredi. Mais j'aime autant te dire, à partir du mercredi, ça s'accélère. Alors pour l'instant, profite. Hein? Moi? Ah ben, moi, je suis plutôt du côté de la fin de la semaine, mais, hein? Peut-être pas le dimanche quand même, non, mais enfin... je travaille plus, je suis en week-end, quoi. Je suis vendredi soir, samedi matin. Et le week-end, qu'est-ce qu'on fait? On profite, voilà, exactement. Ton père, lui, il est au mercredi. Il est pile au milieu de la semaine, il est au mercredi. Ta mère aussi, elle est au mercredi. Elle voudrait faire croire qu'elle est au mardi, mais elle est au mercredi. Bien tapé. Moi, je suis samedi matin, quoi, samedi... fin de matinée. Ton petit frère? Ah ben, ton petit frère, il est comme toi, il est au lundi. Ah ben, il est au lundi pour la même heure que toi, on sait rien, moi. C'est pas de la précision millimétrique, hein, c'est une métaphore.
Métaphore, j'en sais rien, comme ça se prononce, tu regardes dans ton dictionnaire. Tu n'en sais rien, tu me fais rigoler. Si ça se trouve, c'est toi qui es au vendredi, moi je suis au jeudi, gamin. Au début de mon existence, comme beaucoup, par faiblesse, par entraînement, j'avais pris l'habitude de vieillir. Au début, on s'en rend pas compte. On prend un an comme ça, puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis au bout d'un moment, on finit par devenir vieux sans y prendre garde. Vieillir, ça ne me paraissait pas dangereux, ça me semblait naturel. À une époque, c'était centimètre sur centimètre. Puis cheveux blancs sur cheveux blancs. Il y en avait qui me disaient de me méfier, mais l'âge, au bout d'un moment, ça devenait comme une drogue. Faut dire que j'avais commencé très jeune. Au moment de la communale, c'est dans les cabinets qu'on s'enfermait à plusieurs pour vieillir ensemble. Une fois, on s'était fait gauler par le directeur qui nous avait réunis dans son bureau pour nous faire des remontrances. Pour l'instant, vous grandissez, vous êtes content, mais vous verrez qu'un jour, vous finirez par le regretter. Vous vieillirez, et vous ne saurez plus comment vous arrêter. Votre âge deviendra une dépendance. Moi, mes copains s'en foutaient, on voulait rien entendre, on se croyait plus fort que tout le monde, on était fiers de vieillir. Personnellement, je crois que si je vieillissais, c'était pour me donner une contenance. Qu'est-ce qu'il fait? Il vieillit. Puis je voyais bien que ça plaisait. J'avais plus de succès que ceux qui n'avaient pas osé franchir le pas, du poil au menton, dans la tête un peu de plomb. Ça le faisait. Puis je me suis marié, la vie me souriait. Je continue à vieillir, mais comme ça, machinalement, sans y penser. Un jour, ma femme est tombée enceinte. On était très heureux, mais ça l'inquiétait un peu à cause du petit. Elle m'a dit, ce serait peut-être bien que tu arrêtes de vieillir, au moins tant qu'il est en bas âge. Alors, par amour pour elle, pour mon enfant, j'ai fait des efforts. Je ne vieillissais plus dans la maison. Quelquefois, le soir, après le café, j'allais sur le balcon, mais juste vieillir une ride ou deux. On ne se défait pas si facilement de ses habitudes, ça détend. Ça détend. Si vous avez un peu de temps, on peut vieillir ensemble. Qu'est-ce que t'as fait hier? Moi, j'étais au théâtre, c'était bien haut, on a vieilli. C'est comme ça que j'ai ressuté, j'ai pris des années comme on prend du ventre, j'ai pris du ventre comme on prend de l'importance, j'ai pris de l'importance comme on prend un coup de vieux. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on a commencé à me dire « Toi, tu ne vieillis pas ». Quand on commence à vous dire « Toi, tu ne vieillis pas », c'est mauvais signe. Signe qu'on est sérieusement marqué. On n'aurait jamais l'idée de dire ça à un perdreau de l'année. Alors depuis, c'est décidé, j'arrête... Faudrait quand même pas que ça m'empêche de vivre. Qu'est-ce que je fais? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? C'est ton âge. C'est pas quoi faire. Je sais pas, moi, Qu'est-ce que je fais? fais des frites, C'est pas quoi faire. fais des pâtes, Qu'est-ce que je fais? fais pas chier. Il était une fois dans un village un enfant. Un enfant triste. Tu es pas triste? Un enfant triste qui n'aimait pas le cirque. Ah non, j'aime pas le cirque. On lui disait qu'il avait tort. Un cirque, quand ça traverse un village, ça fait rêver les enfants des villageois. Avant l'arrivée des artistes, des éléphants, des chapeaux de forme remplis de tourterelles et de lapins, l'effervescence se lit sur les visages. Ah, les affiches sur les platanes, les clowns sur les réverbères, roulement de tambour bientôt dans votre ville. Un cirque, quand ça traverse un village, c'est un vent de folie qui vient souffler sur l'ordinaire. Les plus grands artistes, les plus exceptionnels, les plus sensationnels. Le cirque, ça craint pas l'hyperbole. Il était une fois dans un village un enfant triste qui n'aimait pas le cirque. J'aime pas le cirque, il disait, le cirque ça pue, ça sent le fauve et la pisse, le crottin de cheval et la rancœur, ça sent la mort. On lui disait qu'il avait tort, le cirque ça sent la poudre de maquillage et la barbe à papa, le cirque ça sent la joie, l'insouciance, l'émerveillement, le cirque ça respire la vie, ça respire la fête, ça inspire l'amour, mais non, il était pas d'accord. Avec son imaginaire à 2 balles, ses habits de lumière rapiécés, ses panthères anémiées. J'aime pas le cirque. Le cirque, ça pue, ça sent le fauve et la piste, le crottin de cheval et la rancœur, ça sent la mort, disait l'enfant triste qui n'hésitait pas à se répéter quand il était fier de ses formules. On lui disait qu'il avait tort, le cirque. Ce sont des travailleurs de force au service du rêve. Des gros culs dans la nuit,
qui battent la campagne, des bras de chemise qui s'acharnent, un coup de maillet, un coup de pieu enfoncé, un coup de sang, un chapiteau qu'on monte. C'est un monument dressé pour saluer l'éphémère. Le cirque, ce sont des forçats au service de la magie d'un instant. Mais non, il n'était pas d'accord. Il trouvait tellement vulgaire les cuisses de l'écuyère, tellement racoleur le string des trapézistes, tellement convenu le sourire du vieux clown qui fait pitié avec son phare grossier, ses larmes à la con. J'aime trop pas. On lui disait qu'il avait tort, le cirque. Le cirque. Le cirque, c'est pas, le cirque, oh le petit, le cirque, On cherchait même pas à le convaincre, ça n'avait pas de sens, un enfant qui n'aime pas le cirque. C'est aussi anormal qu'une souris qui n'aime pas le fromage, un général qui n'aime pas les décorations, un breton qui n'aime pas la pluie. Un russe qui n'aime pas la vodka. Voilà. Un loup qui n'aime pas les meutes. Un curé qui n'aime pas le bon Dieu. Un chien. Ça va, on a compris. Ça va, Kelly. Ça m'énerve. Et ça va, Kelly. Ça m'énerve. Ah ouais, il y a des trucs que j'aime bien, ça j'aime pas, on n'est pas obligé. Ça m'énerve. On n'est pas obligé, sous prétexte... on n'est pas obligé. Et dans le fond, on ne saura jamais vraiment pourquoi l'enfant triste n'aimait pas le cirque. Peut-être pour le plaisir de ne pas ressembler aux autres enfants qui attendaient le cirque comme on attend le Messie. Peut-être pour se prémunir contre la déception, pour mieux s'habituer au retour de l'ordinaire quand même. Après le passage du cirque, l'enfant triste était revenu sur la place du village. Là où l'herbe avait brûlé, là où la terre avait été piétinée par les animaux, le public, l'agitation d'une vie inaccoutumée. Quand même, il était revenu sur la place du village, et puis il avait bourré ses poches avec un peu de sueur, un peu de sable abandonné, et puis il s'en était retourné chez lui déposer son trésor dans une boîte en fer. Un cirque est passé, comme l'illusion du bonheur.
Sheila, tu ne me connais pas, pourtant j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie auprès de toi. Toute ma vie. Je m'appelle Janine. Jolie petite Jaja, c'est comme ça qu'on m'appelait. J'ai 3 ans. Me dis pas que je fais pas mon âge, je sais bien que je le fais, je dois même faire un peu plus, faut toujours que je fasse du zèle. Je m'appelle Janine, bon pied, bon oeil, bon caractère, bon tempérament, je te connais depuis l'âge de mes 16 ans, tu te rends compte, quand t'as découverte. Figure-toi, mes parents étaient comme les tiens, ils vendaient des bonbons sur les marchés. Roudoudou, réglisse, choupe à choupe. Le jeudi après-midi, quand j'allais leur donner un coup de main, je me faisais des couettes. Ben toi déjà, tu chantais « l'école est finie » et moi, je ne rêvais que de ça, que l'école finisse pour vivre ma vie de femme indépendante. Je voulais pas faire comme mes parents, je voulais être aventurière, exploratrice, je voulais parcourir le monde. Et puis j'ai fait toute une partie de ma carrière chez Continent, comme quoi il y a une logique. Et puis un soir, au mariage d'une de mes cousines, en dansant le jerk, je suis tombé sur Jean-Claude. Mon Dieu, il était beau! Le genre Claude François, mais en plus viril. En 2 coups de cuillère à peau, je me suis retrouvée enceinte. Il a bien fallu que je me marie. Mais tu vois, je suis comme toi. Je suis droite. Je suis fière. Quand je me suis rendu compte qu'il rentrait de plus en plus tard le soir et que l'autre colonne que je respirais sur ses chemisettes, c'était pas mon autre colonne à moi, ni d'une ni deux, j'ai mis à la porte. Et du vent, les pouvoirs de copie. Moi, t'étais terminé, pour moi, t'étais fini. J'en ai pas voulu de sa pension alimentaire. Plus exactement, quand il a cessé de me la verser, je ne me suis pas abaissé à aller lui réclamer. Je te raconte ma vie, comme si tu n'avais pas eu tes problèmes avec ton Ringo Willy Cat. Travailler tout le temps, d'arrache-pied comme une bête, comme toi, sans réfléchir. Quand j'étais jeune, je rêvais d'aventures. À l'âge de la maturité, j'en connus quelques-unes. J'ai connu la rumeur aussi. La rumeur. Du fait que je m'appelle Janine, que mon surnom c'est Jaja, que j'aime bien les vins, notamment cuits. On a dit que j'avais pas toujours les yeux en face des trous, que je donnais une mauvaise image de la caissière, mais je me suis pas laissé faire. Quand on est passé à l'euro, le soir, s'il y avait une erreur dans ma caisse, hop, de ma poche, je mettais la différence. Je suis comme toi, Sheila, je suis une rebelle. Où tu es différente, toi, c'est que tu es restée plus mince. Moi, du fait de mon emploi, j'ai une tendance à l'embonpoint. Puis tu es plus sportive aussi. Moi, j'ai un petit côté Winston Churchill, no sport. Mais en ce moment, je me reprends, je fais du camp. C'est par phase. C'est par phase, c'est-à-dire comment que je veux, par exemple, comment que je veux... Si, oui, voilà, par exemple, comment que je veux... Si, voilà, bon, par exemple, poulet, dinde, poulet. Dinde, dinde, poulet. Dinde, poulet, dinde. Dinde, poulet, dinde, dinde, poulet, dinde. Poulet, dinde, dinde, poulet, dinde, poulet, dinde, dinde, poulet, dinde, poulet, dinde, dinde, poulet, dinde, dinde, poulet, dinde, poulet, dinde, dinde, poulet, dinde, légumes. Légumes, légumes, légumes. Et puis de temps en temps, un petit dîner plaisir. Sheila, tu ne me connais pas, pourtant j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie auprès de toi, toute ma vie. Il n'y a aucun homme qui m'a consolé comme toi. La nuit, quand je suis toute seule, que je chante les rois mages en vidant mon Rivesalt. C'est pour ça que, comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger, je te suivrai. Partout où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination.
ouais. Allô? Eh bien oui, je suis en direct de Bethléem, grâce aux moyens mis en place par France Bleu Judée. Je suis actuellement coincé entre un âne et un bœuf, et je peux vous dire que l'ambiance est extrêmement chaleureuse ici. À quelques instants, semble-t-il, d'un heureux événement, la naissance d'un enfant, ce qui est toujours, vous en conviendrez, un moment extrêmement émouvant. Voilà. La future maman est une toute jeune femme, prénommée Marie. Elle est en train de feuilleter « J'élève mon enfant » de Laurence Pernoud. Lorsque, tout à l'heure, je lui ai dit, alors c'est pour bientôt la naissance, elle m'a dit « Je préfère parler de nativité ». Un peu de préciosité chez la jeune femme. Naissance, nativité, pourquoi pas nativitude, un manque de simplicité dans l'expression, curieusement lié à une absence totale de connaissances en matière de sexualité, puisqu'elle m'a soutenu qu'elle était vierge. Lorsque j'ai contesté, je me suis fait remettre vertement à ma place par l'âne et le bœuf. Alors, je dois dire, pour être tout à fait honnête, que je n'ai pas très bien compris le fonctionnement de la cellule familiale. Il semblerait que le monsieur que j'ai pu rencontrer, un certain Joseph, charpentier de son état, ne soit pas exactement le père de l'enfant, qui serait en réalité un certain monsieur Dieu, visiblement toujours invisible. Alors, il doit s'agir d'une famille recomposée, comme il en existe tant aujourd'hui, et je ne me risquerai pas à faire le moindre commentaire, même si on peut trouver dommage que monsieur Dieu n'ait pas cru bon d'être physiquement sur place, et apparemment ne donne jamais aucun signe de vie. Si c'est un garçon, il s'appellera Jésus. C'est évident que c'est pas moi non plus de faire le moindre commentaire sur le prénom que l'enfant devra se trimballer toute sa vie, mais enfin, si je trouve le bon moment, j'essaierai de faire prévaloir que le choix d'un prénom n'est jamais anodin, qu'il conviendrait peut-être de chercher quelque chose de plus classique, qui exprime à la fois la force de caractère et l'intelligence, le courage et la sensibilité. Je pense à quelque chose de plus papal, je pense à François. Je suis donc à Bethléem, dans une crèche. Certains auditeurs seront peut-être surpris que la naissance d'un enfant puisse avoir lieu dans une crèche quand on sait la difficulté de trouver une place avant 1 an et demi, 2 ans. Il semblerait, et je parle au conditionnel, que Monsieur Dieu soit quelqu'un de très très haut placé. On s'étonnera aussi que les services d'hygiène aient pu accepter la présence d'un âne et d'un bœuf dans la crèche. Bon, je sais bien qu'il existe certaines thèses pédagogiques voulant favoriser un rapprochement des animaux avec les jeunes enfants. Très bien, mais dans ce cas-là, ce serait bien de changer la litière. Ah, Marie vient de poser son livre. Il semblerait qu'il y ait de l'agitation tout d'un coup. Tout va très vite ici. Joseph s'approche avec des linges humide, visiblement la poche amniotique vient de se rompre. Marie est en train de perdre les os en direct une fois de plus. Je remercie les équipes de France Bleu Judée qui ont fait un travail formidable. Le travail de correction à la fois abdominale et utérine bat son plein. Marie, la jeune parturiente, adopte la position dite à l'anglaise dans cette nouvelle phase que nous sommes en train de vivre en direct et qui a conduit à se verticaliser afin de faciliter l'expulsion du nouveau-né. J'aperçois déjà le visage de l'enfant. Oh! C'est absolument saisissant. J'aperçois le visage grimaçant de l'enfant presque entièrement sorti du ventre de sa maman. Il crie, il pleure. Il doit s'habituer à cette nouvelle vie aérienne qui s'ouvre à lui. Ce que je suis en train de commenter en direct est à la fois l'acte le plus banal, le plus ancestral de l'humanité en même temps, le plus pur, ce miracle renouvelé qui nous remplit d'amour et de compassion. Il y a même un cochon. On pose l'enfant sur le ventre de sa maman. Joseph s'apprête à couper le cordon ombilical. On retourne l'enfant sur le ventre de sa maman. C'est une fille! C'est une fille! Si ça avait été un garçon, elle se serait appelée Jésus. C'est une fille, elle s'appellera Marion, Mathilde, Yasmina ou Rebecca. Elle vient d'être mise au monde. Elle est l'espoir de l'humanité.
C'est un homme, un matin, il a pris son métro, il a un journal à la main, pas tellement pour le lire, plutôt pour se mettre hors du monde, hors de ce monde qui se pousse, qui se presse, qui éructe, qui pue de la gueule, qui avec l'onctuosité d'un ultimatum demande « Vous descendez ?» qui se regarde de travers, qui la mort dans l'âme observe comme un remords sur les murs de faïence des paysages de campagne ensoleillés, comme une insulte des plages de rêve, si chaudes, si lointaines. C'est un homme, un matin, il a pris son métro, il a un journal à la main, il jette un coup d'œil sur le programme télé. Science-fiction, la victoire des Bleus. Il imagine déjà sa soirée. Dans la tête, le coupable sentiment de ne pas avoir ouvert un livre depuis... Depuis combien de temps déjà? C'est un homme, un matin, il a pris son métro. Il a un journal à la main. Tout d'un coup, sur sa gauche, il sent qu'un regard s'est posé sur lui, insistant. Il y a quelqu'un qui l'observe. Il n'arrive plus à se concentrer sur rien, ni sur les sudoku, ni sur les mots croisés, ni sur les petites annonces. Il y a quelqu'un qui le dévisage. Il lève les yeux un peu malgré lui, un peu confus de se soumettre au diktat de ce regard étranger, peut-être hostile. C'est une jeune fille. Elle est jolie. Dans ses mains, elle tient un livre. Tiens, c'est un livre qu'on lui a déjà offert 2 fois, mais qu'il n'a pas lu, pas le temps. Pourtant, on lui a dit que c'était bien, que c'était facile à lire, mais... La jeune fille lui sourit. Il regrette de ne pas avoir lu le livre. Il aurait pu l'aborder, faire son malin, lui conseiller un autre livre du même auteur. Il y a combien de temps qu'il n'a pas osé aborder une inconnue comme ça? Depuis la fac. Evelyne, il y a 20 ans déjà. Qu'est-ce que je dis, 20 ans? 35 ans. Evelyne. C'est comme ça qu'il l'avait rencontrée, en lui parlant de Modiano. La jeune fille est belle. Elle sourit jusqu'à montrer ses dents si blanches, si parfaites, si émouvantes. Il sent qu'il devrait dire quelque chose, mais il reste muet. Muet de désir, mais effervescent. C'est elle qui a lui adressé la parole, et lui, rougi comme un adolescent, ému aussi, de s'apercevoir que, malgré ses premiers cheveux blancs, sa silhouette un peu voûtée, son ventre un peu trop rond, mais tellement rassurant. Il est capable de séduire encore. Le sourire de la jeune fille est plus beau que la naissance de Vénus de Botticelli, plus pur que le plafond de la chapelle Sixtine. Un instant, elle plonge à nouveau son regard dans le livre, puis le relève aussitôt, incapable de se concentrer, sans doute plus troublée qu'il n'y paraît, peut-être déjà amoureuse. Elle aussi, transie, emportée, bouleversée par ce jeu de regard qui vient de s'échanger entre eux et qui, dans quelques instants, fera d'eux des amants exaltés, passionnés, insatiables et fougueux. Oh! Ah! Wow! Ses lèvres, si adorables, si voluptueuses, enfin remuent, elle dit... Vous voulez ma place, monsieur? Oui, je veux bien, parce que là, je suis mort. Il a vu que le CAC 40 avait encore baissé. Le soir, devant son téléviseur, il a zappé. Sur une étagère, il a aperçu les 2 exemplaires du même livre qu'il n'a pas lu. Il les a saisis, a ouvert la fenêtre, les a jetés aussi loin qu'il a pu. Faut pas lui en vouloir.
Je sais pas. 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 Ne parlez pas du bonheur, c'est un salaud. Un vrai salaud. Un dissimulateur. Un sale type qui se cache. Un sale mec qui ne joue pas franco. C'est un genre de cambrioleur. Un pickpocket. Un détrousseur. Quand il est là, dans la maison, entre les quatre murs, il est invisible. Il se cache, il se camoufle. On ne sait pas qu'il est là. Salaud de bonheur! Il entre par effraction, il est malin, il est maquillé, il ne dit pas son nom. Mais c'est quand il part qu'on s'aperçoit de son absence. C'était donc ça le bonheur. La vie, avec des projets, des sourires, des dîners aux chandelles. La vie avec des voyages, des amis, du médoc, des déjeuners de soleil, de l'insouciance et des roses trémières. C'était donc ça le bonheur. La vie, avec un chien qui gambade. Un enfant qui réussit pour la première fois à faire du vélo sur les stabilisateurs. Une femme à la peau douce. Un Bordeaux en poussière et oublié, puis retrouvé dans la cave. C'était donc ça le bonheur. On ne l'a pas vu venir. On l'a juste entendu s'en aller. Ne me parlez pas du bonheur, c'est une ordure. Une belle ordure qui ne se conjugue qu'au passé, un salopard. Fumier! L'accusation était violente, le ton était grave. L'homme qui s'exprimait avait des larmes aux yeux, des sanglots dans la gorge. Le bonheur restait impassible. Il écoutait son procès sans réagir. Une fois de plus, il était ailleurs. Qu'avez-vous à répondre? Interrogea le juge. Le bonheur resta muet, comme absent, comme si son procès ne le concernait pas. Je vous ai posé une question, s'énerva le juge. Je vous ai demandé ce que vous aviez à répondre. L'avocat de la défense se leva, il avait un air un peu narquois. Entre ses mains, il tenait une boîte à chaussures. Si monsieur le juge le permet, j'aimerais présenter à la cour, à mesdames et messieurs les jurés, certains documents particulièrement intéressants. De la boîte à chaussures, il sortit des photos. Sylvie, les cheveux défaits sur la plage de la Baule. Corentin jouant de la trompette. Patrick et Jean-Jacques au sommet du Ventoux. Papy faisant un Scrabble avec Charlotte. Charlotte et Corentin faisant un spectacle sous les marronniers. Le bonheur était là, sur chacune des photos, évident, éclatant, lumineux. De main en main, les photos passaient. On voyait des sourires émus sur les visages du greffier, de l'avoué, du procureur. Chacun découvrant les photos de la boîte à chaussures voyait bien que le bonheur n'était pas le salaud infâme dont on venait de faire le portrait, même l'accusateur dut en convenir. Il quitta la salle d'audience sous les huées et les colibés. Le bonheur, sous les bravos et les acclamations, fit un signe de la main en tentant de le retenir, de lui faire dire quelques mots, mais il était déjà loin. Je vais vous parler d'amour. Une histoire d'amour est chaque fois unique. Une histoire d'amour chaque fois est exceptionnelle. Je veux vous parler d'amour. Je vais vous parler d'amour. Vas-y, joue-moi un truc, n'importe quoi que tu connais, vas-y. Du gay. Moins belge. Non, pas les draps s'en souviennent. Un roman, une légende. Non, t'es dit un truc plus, je sais pas comment dire, un truc plus... un roman, une légende, une épopée entre deux êtres, un mystère, une énigme, un miracle.
Je veux vous parler d'amour avant la fin du monde. Une dernière fois, avant dimanche. Parlons-nous d'amour. Redisons-nous des choses tendres. Comment puis-je commencer? Parce que c'était elle? Parce que c'était moi? Nous étions seuls au monde et nous nous aimions. Nous étions seuls au monde et nous nous aimions autour de nous. Pourtant nous lisions l'incompréhension, le malaise, le rejet quelquefois, tant de consternation, tant d'interrogations. Cette question, par exemple, si souvent posée, comment se fait-il que vous ayez pu tomber amoureux d'une huître? Qu'est-ce que j'en sais? Cette réflexion si souvent entendue, c'est même curieux de vivre une histoire d'amour avec une huître. Bon sang, mais je n'ai rien choisi. Comme une histoire pareille aurait-elle pu se programmer? Comment aurais-je pu la préméditer? Simplement l'imaginer? Non. C'est une histoire qui nous est tombée dessus. Comme toutes les histoires d'amour. Si on m'avait dit, avant que ça m'arrive, vous allez partager 3 ans de votre vie avec une huître, immédiatement, j'aurais ri au nez de mon interlocuteur, ça m'aurait tombé complètement invraisemblable. Une huître! Une huître. Et puis voilà, il faut bien convenir que j'ai vécu une histoire sentimentale, passionnelle, romantique, avec une Claire numéro 3. Nous étions si différents. Ah, volubiles, drôles, brillants en esprit, étourdissants d'invention, mais retenus par une modestie à toute épreuve. Elle, plus renfermée sur elle-même. Extérieurement, un peu rugueuse, un peu dure, mais à l'intérieur, une perle. Non, je suis pathétique, je sais. Comment raconter cette histoire sur la distance, la dérision? Chaque fois que je voulais crier mon amour, on me regardait avec incrédulité, avec ironie. Les bons amis qui lisent la presse bien pensante, qui jouent les généreux, qui se croient l'arche d'esprit, le stylo toujours à la main, pour signer toutes les pétitions, et qui ne pouvaient dépasser leur minuscule vision de petits bourgeois. Mais pas s'empêcher de distiller leurs réflexions, peut-être sans méchanceté, d'une façon si maladroite, si bête. Dis, comment on fait? Ta copine, on l'installe dans l'assiette ou devant? Ce que nous avons pu endurer. La goguenardise imbécile de ceux qui ne pouvaient dissimuler leur malaise. Oh, j'espère qu'elle est bonne, ta copine, parce qu'elle n'est pas bavarde. Pardonne-leur, Claire. Oui, Claire s'appelait Claire, comme bon nombre de membres de sa famille, qui, pendant des générations, avaient fait la réputation de Cancale et de Quiberon, de Crozon et de Riec-sur-Belon. Claire s'appelait Claire, Claire comme le jour, Claire comme de l'eau de roche, Claire comme l'espérance, Claire comme un matin de printemps. Elle s'appelait Claire, elle était ma reine. J'avais rencontré Claire sur la place du marché à Lambézélec. C'était le matin de Noël, tandis que je faisais mes courses en vue du réveillon. Bonjour, fais pas chaud, on est venu en famille. Ah ben, on se verra à la messe de minuit. Oui, c'est à 19h, cette année, il n'y a plus de curé. Je m'étais arrêté, je ne sais pas pourquoi, devant la poissonnerie. J'avais aucune raison de m'arrêter dans la poissonnerie. J'avais pour projet d'acheter du foie gras, une vendange tardive, du boudin blanc. Mystère de la nature humaine, je me suis entendu dire, tiens, je vais me prendre une bourriche. Et je rentrais chez moi, ma bourriche sous le bras, rétrospectivement, lorsque je me revois dans la cuisine, un couteau à la main, face à mon amour, comme un assassin en puissance. J'ai des sueurs dans le dos. Heureusement, je me suis tout de suite rendu compte que Claire n'était pas comme les autres. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-on jamais expliquer l'inexplicable, cette part de magie qui accompagne parfois la première rencontre amoureuse? Elle se distinguait du groupe, elle se détachait de la multitude. J'ai mis Claire dans ma poche, j'ai enfilé un ciré, j'ai marché dans la campagne, j'ai traversé les rivières, j'ai couru sur les falaises, je marchais. Au bout d'un moment, j'ai pris Claire dans ma main, j'avais tellement envie de lui parler, mais j'étais si troublé, si intimidé. C'était la première fois que je faisais un bout de chemin avec une huître. Et puis,
Les mots sont venus rares, d'abord espacés, réussissant à peine à briser le silence, puis sont devenus plus nombreux, ils se sont enchaînés, ils ont fini par faire des phrases, et je parlais, et Claire m'écoutait sans m'interrompre, sans poser de questions, sans commentaires déplacés. Voilà! Peut-être était-ce le secret de Claire. Elle savait écouter. Un badaud nous a croisés, il a dit « Vous parlez tout seul », j'ai répondu « C'est Claire ». Très vite, Claire et moi avons décidé de nous mettre en ménage. Je crois que c'est moi qui ai eu l'initiative de ce projet. Oui, c'est moi. Oui. Tout d'un coup, c'est marrant. Là, je sais que c'est l'un des deux, mais... Si, oui, oui. Mais Claire n'a rien fait pour me décourager. Au contraire, je savais traduire ses silences en cris de joie. J'ai pas entendu ce que... J'ai pas entendu ce que... Avons-nous, Claire et moi, été un vrai couple? J'éviterai d'apporter aux indiscrets les détails croustillants dont ils sont avides. Qu'ils sachent cependant qu'en aucun cas, Claire n'aurait supporté la contrainte, la brutalité, peut-être nos lunes de miel n'auraient pas intéressé les écotiers les plus malsains. Il fallait faire preuve d'un doigté, d'une délicatesse infinie. Derrière la carapace de Claire se cachait une sensualité quasiment liquide. Quand je partais le matin, je savais que le soir, Claire serait là, à la même place, immobile, tellement sereine, tellement paisible, rassurante. Quelquefois, je m'inquiétais, j'avais peur qu'elle s'ennuie. Je lui disais, mais sors, va voir des amis, profite de la vie, abonne-toi au théâtre du Rond-Point. Mais non, simplement profiter de notre intimité lui suffisait. Claire? 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 Un soir, elle n'était plus là. J'ai eu la peur de ma vie. Je l'ai cherchée partout, dans chacune des pièces. J'ai été désespéré. Claire! 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 Comment continuer à vivre sans Claire? Et j'ai crié Claire pour qu'elle revienne au chapitre de peine. En fait, elle était dans le fraiseur. Je l'ai interrogée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne m'as pas prévenu? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est facile de mettre un post-it sur le frigo, je suis à l'intérieur. Elle m'a pas répondu. Claire restait taciturne, son mutisme finissait par m'exaspérer. T'as pas eu froid? T'aurais pu attraper la mort. Je ne savais plus traduire ces silences. Était-ce du mépris, de l'indifférence à mon égard? Fallait pour moi, j'existe. J'ai su plus tard que c'était la femme de ménage qui, croyant bien faire, l'avait mise dans le réfrigérateur, mais déjà Claire et moi avions décidé de nous quitter par consentement mutuel. Je crois que c'est moi qui ai eu l'initiative. Mais Claire n'a rien fait pour me retenir. Du haut d'une falaise, je l'ai rejetée dans la mer, comme on quitte une partie de son passé, comme on dit bonne chance à l'avenir. Au moment de nous dire adieu, mes mains étaient blessées de l'avoir tant et tant étreinte. Tant et tant étreinte. Tant et tant étreinte. Ah! Depuis, chaque fois qu'au restaurant je commande un plateau de fruits de mer, je ne peux pas m'empêcher de chercher Claire du regard. Quelle serait ma réaction si je la découvrais étendue sur la glace pilée, alanguie, offerte,
partagé que je serai après tant d'années, entre la joie de la retrouver avec tant d'émotion et le plaisir de l'avaler avec tant de citron. Tu vas pas chialer, non? Il m'en faut plus. Un bel endroit, hein? Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Le bon Dieu, les flics, l'hosto. Ah, c'est bien organisé. Puis pour celui à qui ça suffit pas, ben, il y a toujours la scène. Ça vous fait pas marrer ce que je dis? Non, c'est pas mon genre de rigolade. C'est beau, Victor. C'est moi. Roger me parlait souvent de vous. Il disait que vous étiez un brave type. On essaye, quoi. Il disait même que si vous n'étiez pas là, ben... Tu viens boire un jus? C'est un homme élégant, aux tempes grisonnantes, qui depuis des années dans le théâtre enchante. Il a joué Musset, Molière et Marivaux. Il a joué Guitry et Labiche et Feydeau. Comédien raffiné, cet esthète accompli a consacré aux planches la passion de sa vie. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Ouais! Je parle de moi, Augustin de Beaupré, acteur de complément qui jamais n'a percé. J'avais toutes les grâces, tous les dons, cependant, personne n'a jamais remarqué mon talent. La fortune a souri à d'autres, et me voilà, ça fait penser un peu à... Je me voyais déjà. J'ai aimé le théâtre en fou, sans équivoque, mais hélas, mon amour ne fut pas réciproque. Ah, le rideau qui bouge, le public impatient qui murmure, excité, tout fébrile et content, le rideau qui frémit, les coups de brigadier, et le rideau qui s'ouvre sur un monde inventé. Parce que je vous aime, parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous. Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je n'ai jamais joué que les utilités, ce qu'on appelle ainsi, car on peut s'en passer. Ceux qui sont sur la scène, mais ne font pas rêver. Ceux qu'on ridiculise quand ils sont hallebardiers. Je fis du cinéma dans les années 50. C'est moi qu'on aperçoit près du jardin des plantes. De dos sur un vélo. Dans un film de Gabin, il était très gentil, m'avait serré la main. En famille, je suis vedette de renom. On m'invite au mariage, aux fêtes, aux communions. À la fin des repas, quand on s'attarde à table, on réclame de moi un poème, une fable. Volontiers, je récite un passage d'Hugo, la tirade des nez de mon cher Cyrano, les mots de Perdican, admirable Musset. On m'applaudit alors, j'ai enfin mon succès, avant qu'on me demande, d'un air un peu gêné, pourquoi ne vous voit-on jamais à la télé? J'ai joué à Vierzon, Vesoul et Concarneau, dans des tournées minables, des spectacles idiots. Pour jouer en plein air, j'étais très recherché, car ma voix de stentor couvrait jusqu'au sifflet. Plusieurs fois, je reçus tomates avariées et quelques fruits pourris, rançon de l'insuccès. Sur les boulevards, jadis, j'avais été doublure pendant toute une saison de Melcher, une pointure. Je savais tout son texte, pouvais le remplacer, reprendre tout son rôle, comme ça, au pied levé. Mais je n'ai jamais pu au public le montrer, n'était jamais malade, jamais indisposé. Quand au mois de juillet, sur les routes de France, on voit passer le Tour, ah, quelle effervescence! On acclame le vainqueur sur les Champs-Élysées, avec indifférence, on reçoit le dernier, lui aussi a couru, lui aussi a souffert, mais son effort jamais n'est mis dans la lumière. S'il vous plaît.
lorsqu'un jour je quitterai la scène pour aller m'allonger dans un cercueil en chêne, qu'on grave sur ma tombe ici J. de Beaupré, un acteur passionné, un comédien français qui a vécu de songes et de rêves manqués, qui voulait à la vie préférer son reflet. On est souvent trompé, souvent blessé, souvent malheureux. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Dans ce morne horizon se sont évagés, mais c'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil. Parce que je vous aime, parce que je sens bien moi. Bon appétit, messieurs. Au ministre Que ce qui va rouler, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. que rien n'est Que fait. dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Vous sauvez, je sauve. Monde de nos temps Moi, monsieur, vous avez un les phoques les plus informes, grandes, qui se tordent sur les Bon, s'il n'avait pas aujourd'hui, j'aurais laissé leur chagrin. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous m'avez ici de tendre ce perchoir avec votre poche et vous enfuir après les hommes. Soyez fiers. Tu vois, gamin, tout ce que tu peux voir à ma main gauche, jusqu'à aussi loin que tu peux voir à ma main droite, c'est à moi. T'es réveillé un peu de bonheur, à quelle heure qu'il est ici? 5 heures, depuis même pas 5 heures, à peine 5 heures, mais je voulais que tu vois ça. Tout ce que tu peux voir à ma main gauche, jusqu'à aussi loin que tu peux voir à ma main droite, c'est à moi. Hein? Les maisons, tu me demandes si les maisons soient... Sauf les maisons. Les maisons, ça appartient à ceux qui font du feu dedans. En tout cas, ça devrait. Mais tout le reste que tu peux voir, aussi loin que tu peux voir à ma main gauche, jusqu'à aussi loin que tu peux voir à ma main droite, c'est à moi. Hein? T'es réveillé un peu de bonheur, hein? Quelle heure qu'il est ici? 5 heures, depuis pas 5 heures, à peine 5 heures. Mais... Je voulais que tu vois ça. Hein? Les chemins, oh! Il me demande si les chemins, sauf les chemins. Les chemins, ça se possède pas, ça s'emprunte. Mais après, il faut les rendre pour que d'autres puissent les emprunter à leur tour. C'est comme ça, c'est normal. On n'est pas tout seul, c'est comme à la bibliothèque. Mais tout le reste que tu peux voir, celui-là que tu peux voir à ma main gauche, celui-là que tu peux voir à ma main droite, c'est à moi. Hein? T'es réveillé un peu de bonheur, hein? Oui, oui. Quelqu'un qui est dit 5 heures, depuis même pas 5 heures, à peine 5 heures. Mais... Oui, tu vois ça. Hein? Les champs. Tu me demandes si les champs, sauf les champs. Les champs, ça appartient à ceux qui les cultivent. En tout cas, ça devrait. Moi, j'ai déjà bien du mal à me baisser. Mais tout le reste, main gauche, main droite, 5 heures, à peine 5 heures. Hein? Ouais. Les poteaux télégraphiques, les baignoires en émail, les bêtes dans les champs, les arbres. Non, mais je te parle pas de ça, moi. Tout le, je sais pas ce qu'il a. Là, quand même, tout le. Là, je sais pas comment. Tout le, là, ce brouillard qui monte de la terre tous les petits matins, c'est à moi. C'est pour ça que tu es réveillé un peu de bonheur, c'est le moment où je suis le plus riche. Dans 1 heure, ça sera la banqueroute, et dans 3 heures, la faillite totale. Mais je me console tous les jours en me disant que le lendemain, je retrouverai ma fortune intacte. Tu vois comment. Tout ce que tu peux voir à ma main gauche, c'est aussi vrai que tu peux voir à ma main droite, c'est à moi. Hein? T'es réveillé un peu de bonheur, oui, oui. Ah bah oui, qu'il a été 5 heures, depuis même pas 5 heures. Si, maintenant, il est peut-être 5 heures passées, quand même, depuis le temps. Mais... Tout ce que tu peux voir à ma main... Tout ce que tu peux voir à ma... Tout ce que tu peux voir... Attends, tu me laisses finir ma phrase, tu m'interrompras après. Tout ce que tu peux voir à ma main gauche, jusqu'à aussi loin que tu peux voir à ma main droite, c'est à moi. Hein? Gamin, oh, t'es où là? Gamin, gamin.
il est où? Gamin, il est où, là? Gamin! 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 Une ancienne du PSG. Attention les lunettes! Je préviens quand même. Mettons la jolie nappe blanche, des fleurs coupées, le vin au frais. Allons déjeuner sous les branches, ça va tomber par où ça penche, la fin du monde est pour dimanche. Tu as mis tes plus beaux atours pour la jolie cérémonie. Tout le monde te tourne autour, ça va tomber par où ça penche, la fin du monde est pour dimanche. Encore, des soirs d'été, même si je danse comme un manche, jusqu'à l'aurore, je veux tourner avec mes deux mains sur tes hanches. En voyant le feu d'artifice qui dans le ciel fait des merveilles, buvons jusqu'au bout le calice, ça va tomber par où ça penche, la fin du monde est pour dimanche. Je veux rêver, encore aimer, même si je danse comme une tanche. Je veux tourner jusqu'à tomber avec mes deux mains sur tes hanches. Imaginez encore un peu, presque éternel, presque immortel, juste avant de se dire adieu, ça va tomber par où ça penche, la fin du monde est pour dimanche. Dimanche, ça va quand même. Il y a vendredi, samedi, dimanche en 8. Ça va. Ça va. Ça va. Philippe Avron disait « C'est fou ce qu'il faut de monde pour faire un spectacle tout seul ». Il avait raison. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans la fabrication de ce spectacle. Ça va durer un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et d'abord, le metteur en scène, Benjamin Guillard.
Les lumières et les vidéos ont été créées par Thierry Vareille et réalisées ce soir par James Gallonier. Au son, Tom Ménigaud. À la régie plateau, Antoine Plichequet. Les compositions musicales étaient de Antoine Salaire. Antoine Salaire est ce garçon avec qui il m'arrive de m'amuser à faire des chansons. Et on vient d'en faire une et je voudrais vous mettre à l'aise tout de suite. Vous voyez, c'est que le spectacle est fini. Donc ce serait un supplément de programme. Non, je trouve ça, si vous voulez, plus honnête de le dire. Certains, oh, il va se remettre à chanter. Je comprendrai. J'en souffrirai. Il y en a qui restent. Vas-y, alors vas-y. On sourit, on pâlit, on blêmit. On palpite, on s'irrite, on s'excite. On déteste, on conteste, on proteste. On désire, on aspire, on soupire. On castagne, on s'empoigne, on se soigne. On gémit, on rougit, on frémit. On débat, on se bat, on aboie. On s'ennuie, on grandit, on vieillit. Rien n'est grave que la mort, qui encore n'est pas si grave. Rien n'est grave que la mort, qui encore n'est pas grave. On déteste, on conteste, on proteste. On discute, on réfute, on impute. On admet, on promet, on se tait. On renie, on oublie, on polie. On a toujours un truc à faire. Changer l'ampoule, vider son verre. On a toujours un truc à vivre. Faire ses impôts, choisir un livre. Élever son fils, tuer son père. Rien n'est grave que la mort, qui encore n'est pas si grave. Rien n'est grave que la mort, qui encore n'est pas grave. On tolère, on modère, on laisse faire. On rechigne, on trépigne, on s'indigne. On nuance, on balance, on distance. On fustige, on transige, on corrige. On a toujours un truc à faire. Mettre sa veste ou le couvert. On a toujours un truc en cours. Promener son chien, chercher l'amour. Quelques secondes sur la terre. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. On a toujours un truc à faire. Des promesses ou bien des manières. On a toujours un truc en tête. Faire un cadeau, payer sa dette. Tiens, éplucher des pommes de terre si tu veux te rendre utile. C'est pas le tout, j'ai pas fini mon générique, moi. Guilhem Pic, Laetitia Bérou, Alain Paradis, Denis Melcher, Média Oudig, Lionel Ménard, Christine Patry, Étienne Valde, les Bertugadins, Lucrèce Sassella, Karine Séraphin, Jean-François Novelli, David Chamby, David Ritt, Jean Delhomme, je vous avais prévenu, Mithil Brimer, Djibril Thomas.
Vous le connaissez, non? Non, parce qu'il est bien, enfin. Il est pas mieux qu'un autre. Ouais. Là, il est bien. C'est lui qui fait la poursuite. Il faut quand même qu'il soit sur le coup, peut-être après. C'est très pratique. Hein. Avant, j'en avais pas. Avant, il y avait toujours des problèmes quand je rentrais chez moi. La clé dans la serrure. Ça, je vous conseille. Hein. En plus, ça coûte rien du tout, c'est un intermittent du spectacle. L'équipe du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel, Valérie, Jean-Daniel, Jean-François, Catherine, Pierre, Jean-Luc Godard, Anna Karina, Marcel Carnet, Roland Le Save, Jean Gabin, Sheila et une petite pensée pour... Claire. Ah oui, Claire n'a pas pu venir. Elle vous embrasse. En revanche, sa sœur, qui s'appelle Claire, est venue. Oui, ça c'est rien du tout, si vous voulez. Ça relance bien un spectacle amusant. Ça, c'est un conseil que je donnerais s'il y a des jeunes comédiens dans la salle. Toujours avoir une huître sur soi. Un blanc, un trou, un malaise. Hein? En changer régulièrement. Elle n'a pas la même charge érotique que sa sœur. Une petite pensée pour... Ah oui, pardon. Oui, pardon. Au piano, le piano. Très bien, merci. Voilà. Petite pensée pour... Oh, ben quand même, voilà. Oh, voilà. Oh, ben... Oh, ben... Pour Ringo Willicat. Je suis très touché de votre accueil, d'autant que je ne m'y attendais pas. Vous m'avez dit que vous ne seriez pas un public facile. En fait, ça me rappelle un souvenir personnel, mais je ne sais pas si je dois... Non, j'ai pas envie, non. Bon, d'accord. Là, j'ai eu une très belle aventure avec un public. C'était un public un peu dans votre genre, peut-être un peu plus nombreux, enfin, à peine plus nombreux. Peut-être un peu plus jeune. Carrément plus jeune. Non mais moi-même, j'étais plus jeune. C'était à la fin d'une représentation, ça s'était très bien passé. À la fin, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis tourné vers lui et dans un souffle, je lui ai dit « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». J'étais tellement troublé par ma propre déclaration, mais lui aussi était bouleversé. Je le saluais, il m'applaudissait. Je le saluais encore, il m'applaudissait plus fort. Je le saluais, il m'acclamait. C'est très agréable. Puis quand c'est spontané, comme ça... Enfin bon, on n'arrivait plus à se séparer. Alors naturellement, il m'a raccompagné chez moi. Au début, on a vraiment vécu une passion, puis on s'est rendu compte qu'au quotidien, la vie était extrêmement compliquée. On était tellement différents, lui multiple, riant fort, applaudissant, moi plus solitaire, plus réservé. Réserver simplement une table pour un tête-à-tête, il fallait s'y prendre des mois à l'avance, choisir une brasserie, décider d'un menu collectif, et puis bon, quand c'est lui qui payait la note, bon, il voyait pas tellement la différence, mais...
Les voitures pour partir au week-end étaient toujours trop petites, les lits pour faire l'amour étaient toujours trop étroits, on ne pouvait jamais simplement être imprévisible. Un soir, j'étais allé promener mon chien, le public m'avait accompagné. Le lendemain, la presse s'est interrogée sur les raisons d'une manifestation spontanée. Des mouvements politiques cherchant à nous récupérer. Les plus progressistes voulaient qu'on puisse avoir le droit de se marier. Est-ce qu'on était suffisamment préparés? Est-ce qu'on avait envie que notre amour ait valeur d'exemple? De toute façon, la question ne se posait plus, on commençait à plus du tout pouvoir se supporter. La cérémonie du brossage des dents. Tous les soirs, devant le lavabo de ma petite salle de bain, ça prenait des heures. Et quand le dernier avait enfin fini de se brosser les dents et partait se coucher, le premier brossé qui était couché depuis des heures déjà se repartait dans son... C'était l'enfer. Et je ne vous dis rien des monceaux de slips, de chaussettes sales qui jonchaient les descentes de lit. Alors bon, depuis, j'ai toujours des aventures avec des publics. On ne se refait pas. Ce sont des belles histoires. Fortes, importantes, fidèles, qui nous laissent des souvenirs à lui, à moi, mais chacun chez soi.